laisse la parole à Joanne Maujean, donc archéologue au service archéologie préventive de la direction du musée de l'archéologie de l'Eurométropole de Metz. Bonjour à tous, oui, effectivement, c'est un titre un peu grand, on est bien conscient. Donc, revient pour ma part à parler de la chose peut-être la moins attrayante de ces data, c'est l'expertise réglementaire et cas d'usage en archéologie. Et on va terminer par une petite ouverture. Et effectivement, Bruno parlait de l'expertise réglementaire et le cas des pilotes de drones et l'acquisition de ce certificat. On verra tout à l'heure que effectivement, c'est pas si simple que ça et qu'il y a un certain nombre de démarches et de démarches administratives à réaliser. Alors, pour nous, pour l'Eurométropole de Metz, donc 46 communes, 230 000 habitants, actuellement, on s'est doté d'une équipe drone qui est interservice, qui a actuellement 5 pilotes et 4 appareils depuis 2018. Et effectivement, c'est toujours de la marque DJI, comme disait Bruno, ce sont les leaders mondiaux. Historiquement, on a toujours eu un Phantom 4 Pro V2. On a acquis dernièrement 2 Mavic 3 classiques, non pas thermiques, et un Mavic 2 Enterprise Advanced qui, lui, a la double particularité d'avoir une caméra thermique et une caméra qui est dit dans le spectre visible. Alors, pour ma petite présentation, donc les démarches administratives, on voit qu'il y a différents volets. Il y a le volet exploitant, le volet drone, le volet vol et pilote. Une petite présentation sur l'utilisation que nous en faisons au point de vue de l'archéologie et les perspectives de développement que les drones peuvent amener dans un futur qui est relativement proche. Alors, sur les démarches administratives, les grandes lignes de la réglementation, pourquoi une réglementation et quelles sont les 3 grandes catégories que cela a pu générer? Une réglementation, ça permet d'éviter des appareils qui sont dangereux à circulation puisqu'ils doivent être certifiés, avoir des télépilotes formés et sensibles aux risques, s'assurer de la fiabilité des appareils, parce qu'au début de l'ère du drone, je vais dire que c'était un petit peu du bricolage. Aujourd'hui, il y a tout un protocole à respecter. Et éviter les survols de zones interdites ou limitées. Et comme on parlait Bruno, c'était l'exemple du centre pénitentiaire ou les apports d'héliports ou d'aéroports. On verra que c'est quand même des grosses restrictions. Alors, sur les 3 grandes catégories, à savoir qu'actuellement, nous sommes dans une période de transition entre les standards nationaux et les standards européens, comme c'était dit précédemment. Donc, 3 grandes catégories. La catégorie ouverte, sur les grandes lignes, c'est des faibles risques et c'est en vue directe de l'appareil. La zone géographique à faible population et une circulation aérienne faible. Il y a une interdiction de survol des tiers. Des drones de catégorie qui sont catégorisés de la gamme C0 à C4 et la formation du télépilote, cette fois-ci, elle est sur Internet et l'âge est de 14 ans. Sur la catégorie certifiée, qui est la plus restreinte, c'est des opérations à très fort risque sur des très longues distances. Et on est déjà sur le cas de transport de matières dangereuses, de transport de personnes. Actuellement, très peu d'organismes peuvent en réaliser. Et ce que nous utilisons au sein de l'Eurométropole, c'est la catégorie spécifique. C'est des opérations à risque moyen en vue ou hors vue du drone, sur une forte densité de population et en circulation aérienne modérée. Il y a une interdiction de survol des tiers. Les drones doivent être catégorisés de la classe C5 ou C6 en fonction du scénario. Et par contre, comme disait en introduction Bruno, la formation du pilote est délivrée une partie par la DGAC et une partie pratique qui est obtenue par un organisme formateur qui est recensé sur son manuel d'exploitation. Sur les démarches liées à l'exploitant. Alors, un exploitant doit se déclarer sur le site Alphantingo, qu'on reverra tout à l'heure. Ça peut être de droit moral ou une personne physique. Doit, à sa charge, avoir la mise en place du manuel d'exploitation qui recense, entre autres, la hiérarchie, les drones qui sont enregistrés, leur numéro d'immatriculation, toutes les démarches que le pilote doit réaliser avant, pendant et après son vol, entre autres. À sa charge également une déclaration d'activité tous les 24 mois, toujours sur le même site. Un bilan annuel d'activité qui va recenser le nombre d'heures de vol qu'il aura réalisé ou fait réaliser au cours de l'année et les problèmes éventuels qu'il a pu rencontrer.
Également, déjà dit, l'assurance de son activité. À sa charge également l'évaluation annuelle du niveau de compétence des télépilotes qu'il emploie et le dossier des pilotes qui doit être à jour et présentable sur demande des forces de l'ordre, comme ça a déjà été indiqué. À sa charge également le compte-rendu d'analyse et de suivi d'événements s'il a rencontré un problème ou fait rencontrer un problème lors d'un vol, à lui de faire remonter l'information. Ça permet d'établir des statistiques auprès de la DGAC et de bouger un petit peu la législation. Jusqu'à présent, il y avait une demande d'autorisation de prise de vue aérienne. C'était valable pour les avions et puis par extension par les drones, et cette disposition a été abrogée. Sur les démarches liées aux drones. Donc, on l'a vu, c'est des drones qui sont classés de C0 à C6, utilisables en fonction de la catégorie d'activité ouverte ou spécifique, comme on l'a vu. L'enregistrement sur le site Alpha Tango si leur masse est supérieure à 800 grammes. L'immatriculation, elle doit être visible sur l'appareil, et ainsi que le nom et le numéro d'exploitant. Doit disposer du drone en fonction de la catégorie dans laquelle il intervient, un signalement électronique, c'est-à-dire une connexion, enfin un système Wi-Fi qui va permettre aux forces de l'ordre de reconnaître le détenteur du drone à distance, et un signalement lumineux qui permet d'être vu de loin. Également, en fonction du scénario envisagé, des limites électroniques applicables pour certaines missions. Alors, limite électronique, c'est en fait dans la manette qui sert à contrôler le drone, on peut y incrémenter une limite virtuelle en hauteur et en distance du télépilote. Et sur la catégorie en zone peuplée, un système de limitation de l'impact lors de la chute, ce qu'on appelle communément le parachute, si la masse est supérieure à 2 kg. Sur les démarches liées au pilote et au vol, donc la formation du télépilote, donc un certificat d'aptitude théorique drone, c'est une formation théorique qui est sanctionnée par 60 questions réalisées par la Direction générale d'aviation civile. Une formation de drone de base qui est organisée par un organisme déclaré sur son annexe. Comme disait Bruno, à partir de 16 ans. Et l'appréciation annuelle du niveau de compétence qui doit être délivré par son exploitant. Dans ces obligations, donc l'application du MANEX qui a été rédigé par son exploitant, la vérification, entre autres, de la météo, de ses réserves d'énergie et la sécurité de tout le vol. Sécurité du vol qui peut être partagée par une seconde personne si jamais il est accompagné d'un référent sécurité ou s'il est en ce qu'on appelle en vol en immersion, c'est-à-dire avec les lunettes qu'on place sur son visage. Actuellement, comme je vous le disais, et comme on vous l'a déjà dit, les standards nationaux sont encore utilisés. Ça sera possible jusqu'en 2026. Sur la catégorie S1, c'est sur des zones non peuplées, donc c'est soumis à la réglementation aérienne. La distance, elle doit être à 200 mètres de l'opérateur et une hauteur maximale de 120 mètres. Sur les scénarios à distance type S2, donc c'est soumis à la réglementation aérienne, c'est obligatoirement des zones non peuplées. C'est une distance maximum de 1000 mètres et une hauteur en fonction du poids de l'appareil. Sur la zone peuplée, c'est ce que nous utilisons plus en archéologie, c'est les mêmes réglementations que de la catégorie S1, plus une déclaration à la préfecture qui se fait via le site Alpha Tango, 5 jours ouvrables avant le vol. La distance, c'est maximum 100 mètres de l'opérateur et une hauteur de 120 mètres maximum. Et bien sûr, il existe des contraintes locales éventuelles. Il existe des zones interdites, restreintes, des zones d'entraînement militaire. Et certains peuvent nécessiter de passer des conventions avec d'autres organismes, par exemple l'aéroport, les héliports, l'ULM. L'exemple que je peux vous proposer, c'est une convention qu'on a dû passer avec la centrale nucléaire de Cattenom parce qu'on avait une opération archéologique à proximité. Et comme c'est une double zone interdite à la fois par la centrale nucléaire et à la fois par la zone d'entraînement militaire, on a dû faire cette convention. On avait vu, on vous l'a déjà expliqué, les standards nationaux vont progressivement être remplacés par les standards européens. Pourquoi des standards européens? Ça va permettre de faire des vols en dehors du territoire national. On peut imaginer
dans nos régions, voler vers le Luxembourg, l'Allemagne ou la Belgique, il faut uniformiser tout ça. Donc, vont être créés ou sont déjà créés et ils vont être applicables à partir de 2024, période de transition jusqu'en 2026. Le scénario standard 1, c'est le vol en vue direct. Les drones doivent être classifiés de classe C5 au minimum et ce sont en zone peuplée. Le scénario standard STS2, vol hors vue direct. La distance maximale de 1000 mètres rapprochant du scénario S2, mais elle peut être doublée si jamais il y a des opérateurs au sol. Et ça, c'est des drones de catégorie C6. Le site Alpha Tango, le fameux, on n'arrête pas de vous en parler. Je vous ai mis à la fin de ma présentation le lien qui permet d'y accéder directement. Donc, c'est l'interlocuteur unique entre les exploitants, tout ce qui est lié à la préfecture ou aux militaires. Alors, la préfecture vous répondra, les militaires ne vous répondront pas, mais néanmoins, vos demandes de vol seront prises en compte. Donc, le site Alpha Tango, déclaration de vol en zone peuplée, l'enregistrement de l'exploitant, l'enregistrement et l'immatriculation des drones et le bilan annuel d'activité qui est agrémenté à ce site. Pour la catégorie ouverte ou spécifique, vous pouvez vous raccrocher aux cartes de restriction de vol UAS qui sont disponibles sur le site Géoportail. Je vous ai mis également le lien à la fin de cette présentation. Et on voit qu'il y a des couleurs différentes entre jaune, rosé et rouge. C'est en fonction de la hauteur de vol autorisée. À savoir que si vous êtes aux abords d'un aéroport, en fonction de la superficie, de la distance de son tarmac, vous avez des interdictions de vol à 0 mètres, 50, 100, jusqu'à 120 mètres si vous vous en écartez. On vous a parlé aussi de cette fameuse carte OACI. C'est une carte qui est à l'origine destinée aux pilotes d'avion, pilotes du LM. Alors, je vous passe toute la nomenclature parce que ça, c'est vraiment un gros morceau lors de la formation. Mais on y recense tout ce qui est lié à l'aérien et toutes les zones auxquelles il faut prêter attention. Vous pouvez également aller sur le site du système d'information aéronautique où ce que je peux utiliser, c'est la fédération ULM qui me permet de recenser les petites pistes à proximité des zones où on doit intervenir. Voilà les deux exemples de sites. Également utilisable les applications mobiles, la limitation logicielle de l'appareil, ça je vous ai dit, c'est pour les limites théoriques en hauteur et en distance. Et les fiches VAC qu'on retrouve sur le système d'information aéronautique, c'est des fiches qui sont associées à un héliport ou à un aéroport. Sur l'utilisation que nous en faisons en archéologie, donc en premier lieu la prise de vue photographique, l'exemple d'un bâtiment romain à Ussigny-Grosbranche ou le château médiéval de Lutange. Voilà, ça nous permet à la fois un enregistrement photo, vidéo et qui peut également nous servir à la vulgarisation scientifique. Ce que nous faisons également, c'est la photogrammétrie ou de l'orthophoto. Cette fois-ci, on n'utilise pas de modèle RTK. On fait une prise de vue photographique avec le drone de façon zénithale et on a également un topographe qui fait partie de l'équipe. Donc, il va prendre des points de référence et à partir de là, on va faire ce qu'on appelle un redressement de photo. Ça nous permet de dessiner directement sur la photo pour l'enregistrement en dessin. Ce qu'on réalise également, c'est une modélisation 3D. Ça, c'est une cave qui a été fouillée à Voipy. Si on peut lancer la vidéo également, comme ça, on verra un petit peu plus en détail. Si on la retrouve, sinon c'est pas grave, on va passer à la slide suivante. Ah, elle arrive. Alors voilà, alors ça couple à la fois des photos qu'on a réalisées par drone, mais aussi des photos de terrain. Et donc, c'est mis dans un logiciel, c'est Metashape, et ça nous permet de modéliser en 3D un bâtiment, même si ce bâtiment, à l'issue de notre fouille, va être détruit. Voilà, on peut aller sur un détail, par exemple un détail de seuil de porte à l'entrée de la cave.
Voilà, je pense que c'est relativement parlant. Voilà, ça c'est un enregistrement qu'on va garder, ce qui nous permet de modéliser les bâtiments. Et c'est entre autres ce qui a permis de refaire à l'identique, par exemple, la toiture de Notre-Dame. C'est des choses qui ont déjà été réalisées au point de vue des monuments historiques. Sur les perspectives de drones qu'on voulait également vous présenter, donc les drones avec caméra thermique, on a vu qu'ils sont déjà utilisés pour la rénovation énergétique, les contextes environnementaux, également sur le point de vue de l'archéologie, c'est peut-être faire de la prospection aérienne en fonction des différences de température, en fonction des vestiges qui sont enfouis. Les autres drones envisageables à plus ou moins long terme par l'Eurométropole, si on a des fonds qui sont quand même relativement importants, c'est les drones LIDAR. Alors, c'est une technologie qui est basée sur les faisceaux laser qui permet de faire de la microtopographie et ce qui permet de retrouver des sites même sous une végétation. Et enfin, et on pense que toujours que c'est de la science-fiction, les drones habités, à savoir que il y a déjà des essais qui sont réalisés sur Pontoise avec le groupe Aéroport de Paris, la RATP, et le projet, c'est de les mettre en place pour les JO 2024. Voilà, les collectivités territoriales doivent déjà penser à l'urbanisme de demain et à savoir si éventuellement ils seraient intéressés par ce type de technologie et la mise en place qu'on appelle les drop zones, c'est de zones de décollage et d'atterrissage des drones habités. Voilà, je vous ai mis les liens pour aller plus loin avec le site de référence que vous aurez, les guides de référence, le site Océane qui permet l'inscription pour la théorie drone, la visualisation géographique avec le site Géoportail, le site SIA et les cartes de terrain ULM pour l'utilisation pratique. Voilà, merci. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, on a deux questions et une sur laquelle je vais rebondir sur quelque chose la première question qu'on avait eue, c'était pourquoi on avait choisi une marque chinoise et pas une marque française. La personne a rebondi aussi, notamment sur le fait que en ce moment, il y a des controverses autour des données. Notamment, donc en prenant une marque chinoise, peut-être que ça a des incidences et non. Bah, en fait, effectivement, DJI est le leader mondial, c'était les premiers, donc c'est des drones qui sont relativement fiables. Après, j'ai vu sur justement le chat, effectivement, il y a la gamme Parrot qui est une gamme française. Il y a aussi des gammes américaines. Alors, sur les gammes américaines, j'ai un retour sur l'Institut national de la recherche en archéologie quantique qui a des drones qui ont quelques difficultés. Après, sur la gamme Parrot, c'est toujours pareil, c'est des choix techniques. À savoir qu'actuellement, la marque la plus développée, c'est la marque chinoise. Pose le problème justement des données, où là, on rentre dans un cadre plutôt de cybersécurité. Ok. Une question toute simple, peut-on survoler un domaine privé? Alors, le survol des domaines privés est autorisé parce que l'espace aérien appartient à tout le monde, hein, il appartient à l'État. Par contre, dans les textes de référence, il est dit que vous ne devez pas empêcher la jouissance du domaine, en fait. Vous ne devez pas, surtout pas prendre de photos, hein, parce que dans le cadre de la propriété privée, et vous ne pouvez pas faire des nuisances où, par exemple, une personne se prélasse sur sa terrasse, il ne doit pas y avoir de nuisance sur le fait que vous passez et repassez avec le drone. Mais en théorie, vous pouvez surveiller des espaces privés, hormis s'ils sont présents et référencés comme zone interdite ou zone réglementée. D'accord. Et une dernière question, cela pourrait être utilisable pour cartographier les infrastructures de canalisation enterrées? Canalisation enterrée, dans ce cas-là, il faudrait que dans le spectre visible, on ait la trace de l'enfouissement. Et dans le spectre non visible, il faudrait c'est en théorie possible parce qu'il peut y avoir une différence de température entre le terrain à droite et la zone de creusement, puisque la zone de creusement capte davantage d'eau, donc il peut y avoir une différence de température. Ok. Quel usage du thermique dans l'archéologie? Alors justement, il y a des essais qui ont été réalisés, notamment dans les Alpes. En fait, c'est sur le principe, nous on a on va dire trois types de structures. On a des structures construites, hein, par exemple des murs, et on a des structures en creux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, pour mettre un poteau en bois, on va creuser, on va mettre le poteau à l'intérieur.
Et donc, il va y avoir possiblement des différences de température entre la zone qui a été creusée, donc qui capte davantage d'humidité, que la zone en périphérie. Ça, c'est des essais qui ont été menés par le CNRS. Alors, effectivement, c'est tout nouveau dans l'archéologie et on va essayer de voir si, effectivement, ça peut amener à faire de la prospection aérienne, comme ça peut être avec le LIDAR ou comme ça a pu être avec les moissons, où on s'est rendu compte qu'au-dessus des murs, les moissons type blé ne poussaient moins bien qu'aux alentours. Ok, merci. Et une question alors, qui est pour vous, mais aussi qui peut être posée aux autres intervenants. Est-ce que les données ont vocation à être publiées en open data ou sont-elles réservées aux institutions publiques? Alors, actuellement, comme je disais à Data Grand Est, j'ai des collègues qui ont un projet, alors s'il y a avec l'Institut national de recherche en archéologie préventive, qui, eux, vont créer un SIG archéologique. Ce qui est actuellement visible partout, c'est ce qu'on appelle la carte archéologique, qui est détenue par le service régional d'archéologie, qui, lui, recense tous les sites qui ont été trouvés. Alors, d'ici à ce que ça soit en open data, actuellement, je ne peux pas vous dire. Il y a toujours les contraintes. Alors, ça peut être les contraintes liées au fait que si c'est des données relativement sensibles sur des prospecteurs, où on a toujours un petit peu l'appréhension que des personnes détectoristes, en fonction des sites déjà trouvés, aillent prospecter avec des poils à frire, ce qu'on appelle vulgairement des poils à frire. Mais actuellement, je ne peux pas vous dire si ça sera en open data ou pas. Merci beaucoup. Et on n'a plus de questions. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Ouais. Merci à tous. Donc, un grand merci déjà pour toutes ces présentations très riches en connaissances qui en permettent de redécouvrir les drones pour certains. Alors, Data Grand Est n'est pas spécialiste des drones pour le moment, mais comme vous avez pu le voir sur ces témoignages, il y en a sur le territoire et c'était un souhait de Data Grand Est de vouloir partager avec vous ces connaissances, ces retours d'expérience sur ces sujets qui sont peut-être pas assez connus ou en tout cas qui méritent d'être encore plus connus parce que ça peut peut-être demain s'étendre sur plus de territoires. Donc, ce rôle d'acculturation, de partage d'expérience, voilà, la plateforme Data Grand Est est là pour relayer. Donc, si vous avez d'autres questions, vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. On saura activer le réseau, revenir et chercher les intervenants qui pourront répondre à vos questions les plus adaptées. Donc, on a été ravis de vous retrouver. Encore une fois, merci aux intervenants. Merci à vous de nous avoir suivis. Et donc, à très bientôt. Et bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.